Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert. Je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer ce podcast sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier avec mon co-animateur cette semaine, Danny DiVincenzo. Hey, ça va? Comment ça va? Ben, super bien. Écoute, j'avais hâte de co-animer avec toi aujourd'hui. Et moi donc? Bon. Aujourd'hui, en fait, on va avoir des sujets vraiment intéressants. On va parler de partenariat. On va parler de convention d'actionnaires. On va parler aussi de l'envers de la médaille pour des professionnels. Puis on va parler de ça avec notre invité aujourd'hui, Jean-Sébastien Monette, nommé normalement Jean-Seb sur les médias sociaux pour les gens qui... Exact. Comment ça va, Jean-Seb? Ça va bien, merci vous autres. Ça va super bien. Jean-Seb, tu es avocat fiscaliste et nouvellement associé chez Fodago, donc Fortier d'Amour Goyette. Parle-nous un petit peu de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es quand même présent sur les médias, sur le banc immobilier, entre autres. Exact. Parle-moi de ton parcours, tes études, ton expérience. Ben écoute, mon parcours, j'ai fait mon cégep en sciences pures ou sciences santé, là, dépendamment là, de quelle génération on est. Par la suite, j'ai fait une demande d'admission en droit sans vraiment savoir qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai fait mon bac en droit. Je pensais lâcher faire génie parce que je suis quelqu'un qui est un peu plus cartésien que je suis un peu plus justement sciences que sciences humaines, là. Puis j'ai découvert la fiscalité dans un cours là, qui était, je pense, le cours le plus détesté du bac, mais c'était mon cours préféré. Puis j'ai dit, oh, c'est cool ça, la fiscalité. Puis, bon, tiens donc, il y a une maîtrise qui se donne en fiscalité. Fait que je me suis inscrit au barreau, j'ai fait mon barreau. Puis dès que le barreau était fini, j'ai fait mon stage. Puis j'ai commencé la maîtrise là, à temps plein de soir pendant que je faisais le stage de jour. Puis bon, j'ai fait mon stage là, dans une commission scolaire. Ça aussi, c'est savoureux, mais dans le fond, le but, c'était... j'étais un gars qui je voulais voir c'est quoi la réalité d'un contentieux, parce qu'on se faisait expliquer un contentieux, dans le fond, c'est pas un avocat en cabinet privé, c'est un avocat qui est plus in-house dans une entreprise. Puis au barreau, il y avait l'avocate là, de BRP, si ma mémoire est bonne, à Valcourt, qui était venue justement nous parler de ça, puis des avantages des contentieux, chose qui n'était pas vraiment discutée au bac. Puis bon, j'ai décidé je vais essayer ça, voir un contentieux. Puis je me suis dit, ben c'est le meilleur moyen ou le meilleur moment de l'essayer, c'est pour le stage. Parce que si j'aime ça, je peux continuer. Si j'aime pas ça, je peux aller au privé. Mais après, faire privé, contentieux privé, bon, à l'époque, dans ma tête, ça se faisait pas vraiment. Fait que je suis allé à la commission scolaire, puis j'ai vu l'envers du système parapublic au Québec, tout en faisant ma maîtrise à temps plein. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça particulier, je te dirais. C'est très particulier, puis c'est pas... avec ma formation de fiscaliste, j'ai tout le temps le réflexe de regarder si je fais quelque chose, qu'est-ce que ça apporte à mon client versus qu'est-ce que ça coûte. Surtout quand on parle de litige fiscal, si je te dis, écoute, le fisc te cotise pour, mettons, 5 000 $, ils n'ont absolument pas raison de te cotiser, puis c'est sûr qu'on gagne, mais que ça va te coûter 12 000 $ de gagner. Après, est-ce que c'est une question d'argent pour toi, puis t'es mieux de payer 5 000, puis on arrête là, ou c'est une question de principe pour toi, puis peu importe la facture, ça te dérange pas parce que c'est une question de principe, tu sais. Puis j'avais des mandats qui à la commission scolaire qui ça avait juste pas de sens. C'était juste des mandats qui ça aurait jamais dû être une question qu'on analyse, là, surtout pas là, en profondeur. Là. J'ai juste une petite question avant que tu ailles trop loin parce que c'est déjà du bon jus que tu nous donnes. Là, mais moi, je veux juste savoir, es-tu obligé d'être avocat pour devenir fiscaliste? Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, t'es pas obligé d'être avocat pour être fiscaliste. Puis bon, pour les gens qui écoutent à la maison, il y a Olivier qui était déjà venu. Je sais pas s'il en a parlé non, pas en détail, mais je pense que c'est une super bonne question. Je suis là pour ça. Hein? C'est une excellente question. Pour être fiscaliste, en fait, bon, premièrement, il faut prendre un pas de recul. Fiscaliste, c'est pas un titre qui est protégé, malheureusement. Donc, tout le monde peut se dire fiscaliste au même titre que tout le monde peut se dire comptable. Parce que comptable n'est pas un titre protégé, c'est CPA, là, comptable professionnel agréé, qui est protégé. Puis ça, le public, bon, ne le sait pas vraiment. Puis souvent, j'ai des clients que je ramasse des dossiers. Puis là, ces temps-ci, j'en ai quelques-uns que, bon, ah oui, c'est mon comptable fiscaliste qui a fait ça. Puis
creuses un peu, ben le comptable n'est pas membre de l'ordre des CPA et n'a pas de maîtrise en fiscalité ou c'est peut-être la seule chose qu'il y a. Puis finalement, ben, tu creuses un peu plus, puis il y a des choses qui ont été faites qui sont peut-être pas kosher. Puis après, ben, le recours du client pour ça, ben, il y a peut-être pas nécessairement d'assurance professionnelle, etc. Puis, bon, c'est ça qui est un peu méconnu du public, puis je pense que bon, le public gagnerait à connaître. Puis pour répondre un peu plus à ta question, là, moi j'ai fait ma maîtrise de la fiscalité à Sherbrooke et le prérequis, c'était pas mal un bac en droit ou une formation en droit et ou une formation en admin pour la question comptabilité, mettons. Puis, il y a aussi des économistes là, qui sont fiscalistes. Là, un des plus connus, je pense, c'est Luc Godbout, là, que vous devez connaître aussi, là, qui fait des recherches, je pense qu'il y a encore la chaire en fiscalité à l'Université de Sherbrooke en ce moment. La commission Godbout, ben, c'était lui. Fait il y a comme vraiment trois branches là, pour les fiscalistes. Tu as vraiment les avocats notaires, qui sont les juristes. Tu as les CPA et tu as les économistes qui, eux, bon, je ne peux pas parler pour les économistes, mais de ce que j'en ai compris des économistes que j'ai côtoyés, c'est plus des gens qui vont avec la politique fiscale, qui vont penser là, les lois ou le méthode de taxation pour vraiment, voici ce qu'on aimerait obtenir, puis voici la façon qu'on le propose. Fait que c'est vraiment plus le cerveau derrière là, tout le schéma ou comment ils mettent ça en place. Là. Ça peut être juste la question de savoir est-ce qu'on augmente l'impôt des particuliers ou est-ce qu'on augmente l'impôt des sociétés ou est-ce qu'on augmente les taxes à la consommation. Bien, ça, c'est principalement eux qui se penchent là-dessus puis ils analysent ce qui se passe dans les pays, mettons, scandinaves ou dans les autres pays du monde pour bien me dire, bon, ben, ils ont fait telle chose dans tel pays, ça a eu tel impact, est-ce qu'on veut le reproduire ici ou non? T'sais? Fait que ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très intéressant là, comme branche de la fiscalité. Mais bon, ce qu'on côtoie le plus souvent, c'est des avocats et des comptables fiscalistes, notaires fiscalistes aussi. J'en connais quelques-uns. Mais notaires, tu dis? Notaires fiscalistes, oui, il y en a. Il y en a. Puis malheureusement ou heureusement, au privé, j'en connais pas beaucoup. J'en connais beaucoup, les notaires fiscalistes, dont 2 filles avec qui j'ai fait ma maîtrise, qui les 2 se retrouvent maintenant dans des institutions financières. Les institutions financières ont commencé à offrir des services connexes, comme un peu Olivier fait. Oui, exactement. Olivier Paquin, qui est venu il y a quelques semaines. Ils ont des services connexes là, qui offrent à leurs membres là, puis les analyses notariales, la planification successorale, etc. en font partie. Donc, il y a beaucoup de notaires qui ont des conditions de travail qui sont excellentes là, puis qui décident de faire le saut là, justement là, en institution financière. Je pense que ce qui est important aussi de mentionner pour les gens qui nous écoutent qui connaissent pas dans le fond vraiment c'est quoi un fiscaliste, mais tu sais, c'est que souvent, il y a des solutions à mettre en place. Puis c'est que soit créer des fiducies, ces choses-là, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire ça que souvent un avocat ou exact. Un notaire. T'sais. Fait que même un comptable ne peut pas faire ça. C'est qu'il doit exact. faire affaire avec un avocat ou un notaire. C'est dans le fond, tu as 2 champs d'expertise dans le même chapeau. Là, exact. Puis tu sais, bon, j'ai peut-être un parti pris, là, mais je pense qu'un juriste fiscaliste avec un comptable, c'est un des meilleurs combos parce que oui. Puis même des fois, j'ai des clients qui disent « Ah, j'ai un comptable fiscaliste, ça te dérange-tu? » Non, au contraire, parce que moi, j'aime ça. Tu te fais challenger et où, c'est pas une question d'ego. En tout cas, moi, c'est pas une question d'ego quand je travaille, c'est tout le temps pour mon client. Fait que si la personne au bord, qui soit un planificateur financier, un comptable, peu importe, il y a des idées, etc., on va échanger ces idées-là, savoir c'est quoi le meilleur pour le client. T'sais. Puis si c'est pas moi qui ai eu l'idée, si c'est lui ou c'est moi qui ai eu l'idée, peu importe, l'important, c'est juste que le client soit le mieux servi possible. T'sais. Tout à fait. C'est une très longue explication de ta question. Là. Ça fait plaisir. Fait que, puis il ne faut pas oublier aussi, comme je disais, ben, vu qu'il n'y a pas d'ordre professionnel pour les fiscalistes, ben, il n'y a peut-être pas nécessairement d'assurance et autres, là, puis quelque chose qui régit ça. Techniquement, si on veut être by the book, les opinions fiscales, ben, c'est des opinions qui sont rendues selon une loi. Fait que ça peut être couvert par la loi sur le barreau. Je t'en pose une autre. Vous êtes combien au Québec des fiscalistes? Ça, j'ai pas la réponse à cette question-là, malheureusement. Excuse-moi. C'est correct. Non, mais je pense que en fait, la question de Danny est quand même légitime. Puis en fait, on se fait souvent poser la question. Puis des fois, peut-être on prend ça pour acquis, mais il y a bien des gens qui nous écoutent. Il y a des jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Puis je pense que c'est bon de savoir aussi exactement. Puis des fois, il y a des solutions. Moi, j'en reviens toujours, mettons, il y en a qui s'improvisent ou comme une maîtrise en fiscalité. Tu as un bac en admin, t'es fiscaliste, mais tu peux rien. Tu peux proposer des solutions, mais tu peux rien mettre en place. Parce que tu dois faire affaire avec un avocat ou un notaire pour mettre soit la structure corporative ou dans le fond de la fiducie ou les compagnies de gestion. Ça va un peu plus loin que ça aussi, parce que si tu rends une opinion
fiscal, ça devient une opinion sur une loi, puis techniquement, c'est couvert par la loi sur le barreau. Puis bon, les avocats peuvent le faire, les notaires peuvent rendre des opinions juridiques aussi. Puis la loi sur le barreau permet aux CPA, membres de l'ordre, de rendre des opinions fiscales. Quelqu'un qui n'est pas juriste ou qui n'est pas CPA, techniquement, ça se peut qu'il mette le pied en quelque part qu'il ne devrait pas le mettre là. Tout à fait. On parlait de tes débuts en stage en commission scolaire. C'est comme ça qu'on est venu à... Oui, non, mais vous allez voir, mais... Oui, bien en fait, j'ai goût que tu continues sur le parcours, puis je pense que l'intervention d'Annie était excellente. Mais on continue sur ton parcours, un peu l'expérience. Après ça, comment c'est passé? Puis tu es aussi investisseur immobilier. On pourra parler de ça, mais comment tu gères tout ça? De quelle façon? Puis j'ai goût de t'entendre là-dessus. Je vais y aller en ordre chronologique. Ça va être plus facile pour tout le monde. Fait que bon, à l'issue de mon stage, j'ai vraiment continué la maîtrise en fiscalité à temps plein. Puis j'ai fait j'ai eu la chance d'être embauché là, dans un bureau d'avocats fiscalistes qui était presque exclusivement des avocats fiscalistes, donc vraiment spécialisé là-dedans. Et au début, je faisais plus du droit des affaires, droit des pour les entrepreneurs, etc. Beaucoup d'entrepreneurs en construction. Et de fil en aiguille, une bonne journée, un bon soir, en fait, il y a un de mes amis à moi, Danny, tu le connais, Jeffrey Larchevêque. Oui. Qui m'appelle, il dit « Hey, tu fais quoi à soir? » Je dis « pas grand-chose, je suis au bureau. » Il dit il y a un 5 à 7 des mordus d'immobilier à côté de ton bureau. Tu veux-tu venir avec moi? » Là, à ce moment-là, j'avais peut-être 26 ans, 25 ans, 26 ans. Je dis OK, je vais t'accompagner, ça peut être le fun. Puis, je m'en vais dans le 5 à 7, puis à tout le monde à qui je parle, je me rends compte qu'on dirait que c'est juste des courtiers. Soit des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers, on dirait que c'est juste des courtiers. Puis là, quand je parle à des investisseurs, ils sont comme, toi, tu fais quoi? Je suis comme, je suis avocat fiscaliste. Et là, les questions commencent. Je suis comme, OK. Puis j'avais jamais réalisé qu'il y avait toute une sphère on recule il y a 5 ans environ, là, qu'il y avait toute une sphère de la fiscalité qui était juste la fiscalité immobilière, tu sais. Puis là, je me rappelle, il y avait à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui savait que j'étais avocat fiscaliste, il venait me poser des questions. Puis là, je me disais, il y a peut-être un besoin là-dedans, il y a peut-être un besoin. Ça recoupe un peu la question que tu avais. On est combien de fiscalistes au Québec? Je ne le sais pas, mais je réalise de plus en plus. Moi, quand j'ai fait mon bac à la maîtrise, il y avait un autre gars qui était avec moi du bac, puis un autre qui était avec moi, mais d'une année plus vieille, en fait, plus antérieure à moi. Là, fait qu'il avait fait son bac une année avant moi. Puis c'est à peu près tout. T'sais. Puis là, de plus en plus, je vois des gens avec qui j'ai fait mon bac qui viennent de graduer de la maîtrise ou qui sont inscrits à la maîtrise. Puis on dirait que ça devient de plus en plus populaire. Il y a Sherbrooke qui offre la maîtrise en fiscalité. Il y a le HEC qui offre la maîtrise en droit option fiscale. Puis il y a là, récemment l'UQAM qui a commencé à offrir un programme là, justement là, de maîtrise en fiscalité. Je ne sais pas sous quel aspect, puis ça relève de quelle faculté, là. Mais l'offre est de plus en plus prévalente, puis il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à ça. Puis moi, honnêtement, j'en mange de la fiscalité, j'adore ça. T'sais. Fait que revenons au 5 à 7. Vous allez voir, on s'est partagé sur le banc là, un petit post. Là, je pense que vous l'avez vu passer aussi sur les réseaux sociaux par rapport au comment ça fonctionne dans notre tête quand on a un petit trouble puis on va partout en même temps. Là. Ah ouais. Fait que, excellent article d'ailleurs qu'on a partagé là, sur le TDAH qui disait, pour les gens qui l'auraient peut-être pas vu, dans le fond, un article dans le journal des affaires d'un prof à l'UQAM justement qui parlait que dans le fond beaucoup d'entrepreneurs souffrent de TDA ou TDAH. On parlait de créativité tantôt, puis c'est des gens ultra créatifs, ultra performants, où des fois on fait plein de choses en même temps, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, puis ça revient à chaque podcast. C'est-tu vraiment un trouble? Je sais pas. Moi, j'ai jamais de diagnostic quelconque, puis tu sais, quand je parlais d'un peu de mes questions à mon docteur, puis on part vraiment à champ gauche, là, elle me disait, elle dit, je pourrais te faire passer des tests, mais tu réussis bien à l'école, tu n'as aucun impact dans ta vie, fait que pourquoi on te catégoriserait de faire quelque chose comme ça alors que ça sert à rien? Puis je dis, raison, dans le fond, pourquoi je ferais ça? Fait que, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que il y a des fois je pars, je sors de mon bureau, j'oublie qu'est-ce que je faisais, je pars sur 8 affaires en même temps, je me lève en pleine nuit, il faut que je fasse ça, tac, je prends des notes dans mon cell parce que sinon je vais oublier le lendemain matin, j'ai des idées n'importe quand, puis un peu... je pense qu'on peut faire du surf là-dessus parce que c'est un truc qui me concerne, mais tu sais, des fois on peut se dire,
Je pense qu'on a besoin de catégoriser au Québec. On a besoin de dire, toi, t'es dans telle case, t'es tu sais, là, maintenant, c'est ça la diversité ou whatever. Tu sais, moi, je m'en fous, là. Non, mais tu sais. Ça me fait penser au recensement qu'on vient de faire, tu sais. Exactement. Non, mais, tu sais, là, mais là, t'es quoi? Ben là, moi, je suis juste un gars qui a plein d'idées, tu sais. Je suis obligé d'être un TDA ou peut-être que je Non, le c'est suis, ça. là. C'est-tu un trouble? Je pense pas que c'est un trouble nécessairement. Mais si t'es employé, tu sais, pour mettre ça en relation, mettons, entrepreneur-employé, mais si t'es employé, t'arrives à la maison, là, mettons, t'as cloqué, là, à 4h, 5h, ben, t'as plus besoin de penser, la job est finie. Pour la plupart, tu sais, c'est terminé. On rentre, on réouvre ça demain matin à 8h30 ou à 9h, puis c'est ça. Quand on est entrepreneur, mais c'est parce qu'on c'est notre bébé, c'est nos C'est non-stop. Tes idées sont, hey, là, j'ai pas pensé, hey, j'ai oublié, hey, j'ai vu de quoi à la télé ou j'ai parlé à quelqu'un, puis hey, ça m'a inspiré quelque chose. Ben, tu sais, on l'est peut-être, là. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'on l'est pas. À mais... certains degrés, peut-être qu'on l'est tout un peu, finalement. Tu sais, Ben, mais... je pense que c'est peut-être un prérequis parce que si tu t'arrives puis tu vois à 5 heures, tu dis hey, moi, chez ma business, à 5 heures, c'est fini, puis parle-moi pas de business après 5 heures, ben, t'es peut-être pas un vrai entrepreneur. Ah, ben non. C'est impossible. Tout ça pour dire qu'on était au 5 à 7 des mordus. Oui, on était au 5 à 7 des mordus avec une petite file de personnes qui venaient me poser des questions. Fait que là, je me suis rendu compte que, tu sais, il y a peut-être un besoin, des questions là-dedans. Fait que, on a le temps on distribue encore des cartes d'affaires, puis maintenant, demande-moi pas une carte d'affaires, j'en ai pas, là, tu m'ajouteras sur Facebook, puis si j'ai plus de place d'amis, tu m'enverras un message, puis ça va me faire plaisir de te répondre. Fait que je distribue les cartes d'affaires, puis là, je dis, bon, je regarde Jeffrey, je dis, tu m'inviteras au prochain, tu sais. Puis là, ben, de fil en aiguille, à chaque fois qu'il y avait un événement, j'ai commencé. Puis après, bon, notre ami Frank a parti les pros de la Rive-Nord, où est-ce que j'ai commencé à aller plutôt que à l'autre place. Ce qu'il faut comprendre, les mordus, c'est que vraiment, il y en avait à Québec, il y en avait à Montréal, il y en avait à la Rive-Sud, etc. Alors que les pros, c'était vraiment concentré Laval-Laurentide. Puis bon, je me suis fait plein d'amis. De là, d'écouter le ban de l'immobilier. On a parlé avec Guillaume qui a eu l'idée, mais Guillaume, je pense qu'un peu, c'est un peu le catalyseur du ban de l'immobilier. On connaissait ça tous de près ou de loin, Guillaume. Puis c'est vraiment ça. Je me rappelle la première fois qu'on a parti le groupe Facebook, là, un groupe Messenger privé. On avait parti, Guillaume puis moi, le ban en même temps. On avait invité, je pense, on était quoi, 8? Ouais. Puis c'était pas mal. Hey, les gars... on se fait-tu une soirée au bureau, je vais acheter des bouteilles de scotch. J'avais acheté 2 bouteilles de scotch, puis on avait fait une dégustation de scotch au bureau. Puis pour apprendre après la dégustation qu'on était peut-être 2 ou 3 à aimer ça, puis le reste, je confirme. Je détestais ça. Là. Moi, j'ai pris ma bière, puis j'étais très heureux. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai rencontré des gens très, très intéressants, puis je me suis rendu compte, je me lance là-dedans, puis maintenant, ma pratique est presque exclusivement là-dedans. Je fais encore un peu d'entrepreneur en construction parce que de toute façon, j'ai beaucoup de clients entrepreneurs en construction qui sont aussi investisseurs immobiliers parce que ça se recoupe très, très, très fréquemment. Là, puis ça a continué comme ça. Puis là, je fais ça à temps plein ou presque. Là. Est-ce que tu dirais que dans le fond, l'engouement pour la fiscalité, ils ont ouvert plusieurs cohortes un peu partout, c'est ça que tu disais. Est-ce que l'immobilier puis la tendance que le monde aime beaucoup l'immobilier vient un peu, tu sais, je veux dire, ta business, est-ce que c'est, toi, j'imagine, oui, tu es très immobilier, mais en général, les fiscalistes, est-ce que l'immobilier, c'est un gros morceau de la fiscalité? J'imagine que oui, quand même. Je te dirais que oui et non. Tu sais, oui, c'est important la fiscalité en immobilier, mais l'importance de la fiscalité dans les relations d'affaires est beaucoup plus importante que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde pourrait savoir, puis peut-être juste faute d'information du public. Mais la fiscalité, c'est tellement plus que juste l'immobilier. Puis, tu sais, je donne... Tu sais, mettons, si on regarde juste l'immobilier, tu sais, oui, il y a de l'impôt sur le revenu, mais il y a la question en TPS TVQ aussi, qui sont 2 branches de la fiscalité. Puis habituellement, quand tu pratiques en TPS TVQ, tu pratiques exclusivement en TPS TVQ. Puis ça va aussi loin qu'il y en a qui font juste tel type de TPS TVQ. Il y en a qui font juste les organismes de bienfaisance, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment... Je pense que la fiscalité immobilière, oui, c'est important, mais je pense que si on regarde tous les spectres de fiscalité, c'est une infime partie aussi, parce que là, on tombe dans la fiscalité internationale, les expatriés, on tombe... la fiscalité de l'assurance vie, ta conjointe JP est dans ce domaine-là. J'ai eu la chance là, à mon premier bureau de côtoyer un avocat qui était quand même je pourrais dire un expert là-dedans, là, qui se connaissait très bien. On avait même la formation là, à l'intérieur de certaines agences immobilières. Non, pas agences immobilières, pardon. Agence de placement, agence d'assurance, exact. Puis j'ai réussi à apprendre ça. Puis tu sais, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de gens qui... Bon, moi, je suis un grand fan de la diversification, autant dans mes idées, parce que là, je suis en train de tirer partout en même temps, mais autant dans mes investissements. Puis
ça serait faux de croire que je suis juste en immobilier, puis je suis aussi à la bourse, puis je me dis, je ne vais pas se vider la bourse pour aller en immobilier, je ne vais pas vider l'immobilier pour aller en bourse parce qu'il faut de la diversification. Puis un des bons véhicules d'investissement, c'est justement l'assurance vie. Puis ça, il y a des avocats fiscalistes ou des comptables fiscalistes qui se spécialisent dans ça, justement, l'assurance vie. T'sais, on peut parler, ben là, ta conjointe il y a un épisode, en a parlé. Là, mais, pas... En fait, tu l'as pas entendu parce que c'est pas encore diffusé, mais oui, ça a déjà été tourné. Je le sais, j'ai des petits insights. Oui, exactement. Puis c'est un bon épisode. C'est un bon épisode à écouter pour des gens qui ont des bonnes business qui évidemment, c'est pas pour tout le monde. Là, on dit toujours le fameux ça dépend, là, mais ça prend une business qui est en croissance, ça prend une business qui va croître dans le temps aussi, avec une croissance quand même stable. Mais il y a vraiment des belles stratégies là-dedans, ultra intéressantes fiscalement parlant. Puis il y en a qui sont juste, pas juste, mais il y en a qui sont très intéressantes justement pour les investisseurs immobiliers. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, mais puis là, je veux pas voler le show à ta conjointe, mais il y en a que plus tu as des... On parle de mise à part de l'argent, je pense que tout le monde est à l'aise avec ce concept-là, mais il y a un principe de mise à part de l'argent qui travaille ou qui est conjointement ou qui est de pair avec justement l'assurance vie. Puis après, les impacts, l'effet boule de neige peut devenir monstrueuse. C'est incroyable comment ça peut devenir avantageux, mais comme je dis, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas. Non, tout à fait. Il faut juste que tu décides est-ce que moi je veux m'en aller là-dedans, puis qu'est-ce qu'il faut que j'aille, c'est quoi les prérequis pour que ça vaille la peine, parce que c'est toute une question de coût-bénéfice. Là. Ah, tout à fait. Fait que là, revenons à... On est où, là? On était rendu aux pros d'immobilier. Oui, les pros de l'IMO, là. Une chose que je suis, hein. Les pros de l'IMO avec Frank, là. Puis la création du banc. Exact, la création. C'est là que tu as commencé à faire dans le fond, c'est plus spécialisé en immobilier. Ben oui, puis c'est là que, tu sais, veux pas, là, dans le banc, au début, c'était principalement des... tu sais, on se posait des questions, puis moi, j'étais bien pen and paper, puis quelqu'un d'intellectuel, puis bon, je savais sur papier comment ça marchait, mais dans la vraie vie, là, changer une cartouche de robinet, là, je sais c'est quoi, mais le faire, là. T'sais, moi, le robinet coulait chez nous, j'ai appelé Bob, là. Puis, n'est-ce pas, c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais. Fait que, puis là, on va y aller un moment donné dans la question du partenariat, etc. Mais, tu sais, je pense que la force du banc, puis bon, la force le banc qui est devenu la page que tout le monde connaît aussi, c'est vraiment juste l'entraide, puis le partage de savoir, de connaissances. Puis c'est ça, évidemment, tu sais, plus tu partages, plus tu sais, j'ai des feedbacks de ce que vous avez comme question, je peux me concentrer là-dessus pour offrir, parce que, tu sais, les questions que vous avez, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est les posé à un moment donné, puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas les poser. Puis plus tu te concentres là-dessus, plus tu viens vraiment mettre le doigt sur les besoins de la clientèle potentielle, là. Tu sais, fait que ça sert à rien d'aller partout. L'important, c'est de se concentrer dans quelque chose, là, puis c'est un peu ça que ça m'a permis de faire, là, grâce aux gens du banc. Là. Si vous m'écoutez, merci. Là. Ah, tout à fait. Puis je pense que c'est un beau succès aussi, cette page-là. On contribue assez régulièrement. On essaie, là. On a toutes des carrières puis des projets puis tout ça. Je pense qu'honnêtement, c'est plus gros que ce qu'on avait espéré. Je pense on s'attendait pas à ça. Là. On se disait, si on a 5000 personnes, on va être très heureux. Je pense que... On va frapper 10 000 dans pas long. Oui, exact. Si c'est pas déjà atteint au moment de la diffusion. Là. Au moment de la diffusion, on va être déjà plus que ça. On est resté la même équipe depuis le début. Là, évidemment, là, on a ajouté Marie-Léonard, ces choses comme ça. On a des recrues. Qui sont venus nous aider. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver éventuellement, mais là, tu sais, on a un peu, pas qu'on a délaissé un peu le petit corps du banc, au contraire, on est encore amis, puis on est encore là, on se parle, quotidiennement, mais tu sais, on a vraiment plus, même nos questions qu'on se pose, on les pose sur la page, tu sais, c'est rendu ça. L'objectif du banc, c'est pas d'avoir 100 000 membres non plus, tu sais, c'est vraiment une question de qualité, puis c'est ça qui nous unit tous, je pense. Exact, puis tu sais, il y a d'autres pages immobilières, puis on a eu, je me rappelle, on avait des discussions à ce sujet-là, toi puis moi, puis tu sais, le but c'était justement, tu sais, on veut pas être des vedettes, on veut pas faire, il y a pas personne qui fait de l'argent avec la page du banc, puis on s'est toujours dit qu'on veut pas faire de l'argent avec la page du banc. Le but c'est vraiment, on est tanné que les gens disent n'importe quoi, puis tu sais, ça fait partie des sujets qu'on peut parler tantôt, mais j'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir en me disant, mon coach il me dit que si je vendais mon immeuble aujourd'hui, j'avais pas d'impôt à payer parce que je réinvestirais là, mon argent là, rapidement. Fait que vu que je vendais, je devais tout vendre. Je suis en train de tout liquider mon parc immobilier pour acheter plus gros. Puis c'est une belle passe de cash que je vais faire. J'ai pas d'impôt à payer. Mais c'est parce que ce qui est plate avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est 10 fois plus difficile de faire comprendre à quelqu'un ou de faire réaliser à quelqu'un que ce qui s'est fait dire, c'est faux,
que de juste lui donner la réponse ou de juste l'enligner vers le bon chemin dès le départ. Puis j'en ai parlé à plusieurs personnes, puis on dirait que les gens aiment mieux croire un mensonge qui fait leur affaire qu'une vérité qui les dérange, tu sais. Puis des fois, c'est ça que je me... Ça, c'est un petit problème. Là. C'est ça que je me rends compte, puis il y a des gens qui viennent me voir, puis tu sais, il y en a, il doit y avoir des coachs immobiliers qui sont très, très, très bons, mais il doit y en avoir que, honnêtement, Il y en a qui sont des bons vendeurs aussi. Il y en a que c'est des bons vendeurs, puis il y en a que c'est... Je sais pas les sujets pour la deuxième partie, là. Ah, c'est bon. Là, je vais vous ramener. Là, on garde ça pour la deuxième partie. Rewind, on s'en va au Pro de Limo. Pro de Limo, le banc. Le banc, etc. Puis, comme je disais, plus je voyais c'était quoi les questions qu'il y avait, plus je me spécialisais là-dedans. Par la suite, le COVID est arrivé. C'est quoi ça? Le COVID. Le quoi? L'affaire là, qu'on est sorti maintenant, j'espère. Ouais, quand ça va être diffusé, ça va être diffusé, j'espère qu'on va être sorti. Parce que je vais avoir été vacciné. J'espère que vous aussi, vous allez avoir été vacciné, sans entrer dans les débats. Puis, la COVID a eu des impacts là, incroyables sur l'économie du Québec, autant d'un point de vue favorable pour certaines industries, comme dévastatrice comme pour d'autres industries. Et il y a eu un engouement incroyable pour la question du chalet locatif. Puis là, de plus en plus, j'ai des clients que c'est ça, les consultations. Tu sais, j'ai de moins en moins de clients, ou en fait, au prorata, là, mes clients en immobilier ou en multilogement sont de plus en plus, des transactions de plus en plus grosses. Et j'ai de plus en plus de clients qui se lancent justement dans la location de villégiature, la location de chalets, des choses comme ça. On peut penser justement là, à Frank puis à Marco là, qui se spécialisent là-dedans. Ils vont venir aussi sur le show, là, sont invités formellement. Brûler tes non, mais c'est punchs, parfait, mais c'est correct. Non, mais pour moi, c'est des sommités dans ce qu'ils font, puis ils le font super bien. Ils ont un beau branding, ils ont des belles business, qui vont venir parler de ça un petit peu aussi. Là. Puis tu sais, tu poses la question de l'immobilier, mais tu sais, juste le multilogement résidentiel ou l'investissement via les chalets locatifs, c'est complètement deux choses différentes. À ce point-là? Au niveau fiscal, ça revient pas mal au même, mais au niveau, tu sais, la question de la TPS-TVQ, les logements résidentiels de base, dans la plupart des cas, c'est exonéré, donc il n'y a pas de TPS-TVQ à charger, puis on peut pas récupérer nos CTI, RTI. Ça, pour ceux qui sont pas habitués à ça, les CTI, RTI, dans le fond, c'est la TPS-TVQ qu'en tant que fournisseur, on a payé pour faire la fourniture par la suite. Fait que quand on fait une fourniture exonérée, comme un logement, mettons un 4,5 là, dans un immeuble locatif, il y a pas on charge pas la TPS-TVQ au locataire, au client, et on ne peut pas récupérer la TPS-TVQ que nous on a payé, alors que dans le chalet locatif, la plupart du temps, c'est des fournitures taxables. Puis là, il va falloir qu'on le fasse. Puis il y a tout le mécanisme de CTI-RTI qui embarque, mais il y a aussi la question de quand je vais revendre le chalet, là, ou que je vais décider que je le loue plus, puis je le reprends pour mes besoins personnels, là, ça se peut qu'il y ait des impacts en TPS-TVQ, puis les gens, on dirait qu'ils ont comme oublié ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait appelé il y a peut-être 2 ans, puis c'est ça, il y avait un chalet, là, ça Rive-Sud, puis le chalet valait dans les 7 chiffres, là. Puis c'est un chalet familial, ça fait longtemps qu'ils ont, puis ils ont décidé de le mettre en location Airbnb pendant 1 an ou 2. Puis finalement, ils n'ont pas aimé ça. Mais l'autocotisation qui en est suivie, ils n'ont pas vraiment aimé ça non plus, là. Fait que dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention puis s'asseoir avec le fiscaliste, dire comment est-ce qu'on fait ça pour diminuer les impacts. Là. Fait qu'on est mieux de t'avoir comme ami Facebook. C'est ça que je comprends. Oui, ou n'importe quel fiscaliste, en fait, là, avocat ou comptable ou notaire. Là, je pense que la morale de ça, quand la morale de ça, je pense qu'on en parle souvent, c'est de bien s'entourer puis d'avoir des bons professionnels, puis on y viendra aussi sur la force des professionnels, mais dans ton parcours, je vais sauter à tes problématiques. Dans le fond, qu'est-ce que tu as vécu dans ta carrière d'entrepreneur? Puis tu es aussi investisseur, puis on en parlera un petit peu en deuxième partie, comment c'est structuré. Puis ça peut donner des idées aux gens. Tu n'es pas toujours la personne qui va changer les toilettes, puis c'est ça qu'on va parler de partenariat. Mais c'est quoi les problématiques que tu as vécues dans ta carrière d'avocat fiscaliste, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce que tu es quand même entrepreneur en immobilier? Ben oui, je pense que la première problématique, puis je pense que tout le monde la vit à un certain égard, à moins qu'ils viennent clairement d'une famille d'entrepreneurs, c'est la peur de se lancer, c'est la peur de faire quelque chose que personne d'autre dans ton entourage a déjà fait, parce que, moi, je viens pas d'une famille nécessairement d'entrepreneurs. Si on regarde, j'ai des entrepreneurs dans ma famille, dans mon entourage, mais j'ai été élevé avec, va à l'école, des bonnes notes, puis démarque-toi. Puis c'est ça que j'ai fait toute ma vie. J'aimais ça à l'école.
ce que j'aime vraiment, c'est vraiment l'apprentissage. Tu sais. Bon, je pourrais en parler puis tomber off sujet, mais tu sais, quand j'étais jeune, ce que j'haïssais, c'est vraiment quand quelqu'un dit « Ouais, mais madame, ça sert à quoi, ça? À quoi ça va me servir dans la vie? » Tu sais, puis j'ai fait un cours complet au cégep, puis j'aurais pu poser au complet le cours, c'est à quoi ça va me servir dans la vie, puis c'est un cours que j'ai choisi, c'est un cours optionnel, puis j'ai choisi ce cours-là parce que ça avait l'air intéressant. Puis c'est un cours de physique optionnel, puis ça s'appelait Physique des météorites. Fait que pendant un certain temps, là, j'ai complètement oublié, là, mais j'étais capable de calculer l'impact sur la Terre de si le météorite venait s'échouer sur la Terre. C'était ma prochaine question. Écoute, puis mon examen final, c'était ça. Là, voici la météorite, voici les caractéristiques, voici la vitesse, calcule le cratère, la grosseur du cratère. C'était ça, puis là, on recule. J'étais rendu à ma dernière session de cégep, j'avais déjà fait ma demande en droit, puis on s'entend que j'aurais pu juste prendre d'autres choses. Là. J'ai choisi ça, puis je savais très bien que je faisais ça parce que je trouvais ça intéressant, parce que ça me permettait d'apprendre plus, d'apprendre d'autres choses. Puis, tu sais, bon, j'ai fait des affaires là-dedans que maintenant, on ferait plus, là, comme un des tests là, pour savoir quel type de météorite on avait. Un des tests, c'était de la licher. Ah! Dépendamment le goût qu'elle avait, ça avait des. Bon, ça pouvait te dire quelle sorte de météorite ou sa composition. Il y a des bricoleurs qui font ça d'ailleurs, hein, c'est ça? Oui, c'est connu. C'est connu. Ils lichent la brique pour savoir la composition. Ah, ça, c'est. Mais bon, bref, on fast-forward 12 ou 15 ans plus tard, là, quand ton prof il te passe une pile de roches en disant ben là, dis-moi c'est quoi? Je pense que la mettre dans la bouche, ça va c'est quoi? Surtout avec le COVID, je pense que c'est plus d'actualité. Fait que je m'excuse, je fais vraiment du. C'est parfait, mais en fait, dans tes points, puis ça m'interpelle, tu as mis le rapport à l'argent, puis le nivellement vers le bas là, dans tes enjeux. Oui. J'ai le goût de savoir pourquoi c'était un enjeu. En fait, pour moi, c'est deux enjeux qui sont un peu différents, mais qui se recoupent un peu. Tu sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui débutent en affaires puis qui veulent se lancer comme il faut, mais ils font pas les efforts nécessaires pour se lancer comme il faut. Tu sais, je vois des entrepreneurs qui décident, soit qu'ils s'incorporent eux-mêmes, ils ont le droit, tu sais, c'est correct. Techniquement, il y a juste les avocats, les notaires qui peuvent incorporer quelqu'un, ou la personne qui peut s'incorporer elle-même si elle le veut, là. Comme moi, je pourrais décider de ne pas aller chez le dentiste puis faire moi-même une extraction dentaire, mais je pourrais pas décider à Danny, hey, viens chez nous en fin de semaine puis je te fais un traitement de canal, tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Fait que, tu sais, les gens qui veulent s'incorporer eux-mêmes, il n'y a pas de problème avec ça, mais faut qu'ils soient conscients que s'il y a des transactions qui suivent, si jamais la business tombe à vendre ou des choses comme ça, ça se peut qu'il y a de l'investissement à faire pour juste ne serait-ce que changer les statuts. Si on fait une réorganisation, mettre à jour le livre de minutes, encore faut-il qu'il y ait un livre de minutes qui a été tenu. Puis c'est pas mal moins cher de tenir un livre de minutes année après année que d'essayer de reconstituer un livre de minutes que ça fait 4, 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans qui n'est pas mis à jour. Là. Fait que, tu sais, c'est tellement... selon moi, c'est pas si cher que ça de prendre le temps de bien le faire ou au moins de s'entourer de quelqu'un qui peut t'aider aussi, là, de dire, regarde, moi, je le ferai comme ça, puis après, la décision te revient. Mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est pas tant l'entrepreneur qui décide de pas prendre les moyens, mais que les gens autour de lui qui le découragent. C'est comme, il y a quelqu'un qui récemment pose la question sur les réseaux sociaux pour justement trouver la personne, en plus, est membre d'un ordre professionnel, puis elle pose des questions pour s'incorporer, puis il y a quelqu'un qui a dit, non, mais paye pas un professionnel de faire ça, fais-le toi-même. Tu sais, mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les ordres professionnels, c'est pas tous ces professionnels qui ont nécessairement le droit de s'incorporer. Puis lorsqu'ils ont le droit de s'incorporer, ils ont des règles à suivre. Puis ces règles-là, c'est pas tout le monde qui les connaît. Fait que si tu fais pas affaire avec un professionnel, ça se peut très bien que ton ordre professionnel dise, je m'excuse, mais non, les statuts sont pas conformes, faut que tu fasses des modifications de statut. Puis là, après, tu sauras pas trop quoi faire. Puis là, ça se peut que ça coûte plus cher de refaire ce qui a été fait que de juste le faire comme il faut du premier coup. Tu sais, je peux faire un parallèle avec les gens qui achètent, sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, pas d'inspection, puis qui n'ont pas nécessairement de connaissances là-dedans pour X, Y raison, ou des gens qui se disent, je vais faire un flip immobilier, je vais le mettre à mon nom personnel, puis je vais vendre sans garantie légale, puis il n'y a rien qui va m'arriver. Non, c'est vraiment pas ça. Au contraire, tu vas avoir des mauvaises surprises, puis c'est parce que tu n'as pas pris le temps, justement, avant de bien le faire, t'entourer des professionnels. Puis, tu sais, les professionnels, c'est avocats, notaires, CPA, la TPS-CVQ, les remises, etc., les remises mensuelles, la TPS-CVQ, le gouvernement, en français, il niaise pas avec ça. Là. Non. Tu sais, c'est le meilleur moyen de faire saisir tes comptes, c'est de pas faire tes remises de taxes, puis eux autres, ils saisissent en premier, puis après, faut que tu démontres que tu as bien fait tes affaires ou dire, oups, je m'excuse, j'ai des pénalités, puis les pénalités sont assez salées en partant. Là. Ah, tout à fait. Fait qu'il y a ça, puis le nivellement par le bas, c'est
c'est un peu justement là, de décourager les autres, de dire non, mais tu sais, lance-toi pas avec ça vaut pas la peine. Tu sais, le premier bloc qu'on a acheté, le monde achète pas ça, c'est un trou, etc. Puis même moi, quand je l'ai visité, j'étais comme, OK, ça sent le potentiel. Je dirais, ça sent le potentiel. Le potentiel, hein. Puis ça a été un coup de circuit. Tu sais, 3 mois, il était refinancé, presque pleine valeur, il était loué au complet, puis ça a été vraiment un très, 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 très bon deal. Mais si on avait écouté tout le monde autour de nous, peut-être qu'on l'aurait pas acheté, peut-être qu'on aurait fait ça différemment. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que les gens, ils apportent trop d'importance à ce que les autres disent plutôt qu'à ce qu'eux veulent, puis à ce qu'eux ont comme idée. Tu sais. Parce qu'il y en a plein qui ont des idées, que c'est des excellentes idées, puis ils ont juste peur de la mettre en pratique, puis ça fait en sorte qu'ils miss out sur quelque chose, puis à un moment donné, veut pas, il y a quelqu'un d'autre qui va avoir la même idée que toi ou une idée semblable, puis qui lui va décoller. Là. Fait que, tu sais, c'est pas tant du nivellement par le bas, mais c'est plus justement, ça revient un peu avec la question de la crainte ou des peurs qu'on avait au début, tu sais, puis bon, ben sinon, là, il y a toute la question du système d'éducation, etc., de dire, ben au lieu d'en demander plus, puis tu sais, on va dire, ben on va réduire les normes, on va baisser la barre pour qu'il y ait plus de gradués. Tu sais, bon. Je pense qu'on appelle ça la sélection naturelle aussi à un moment donné, où il y a un moment où ceux qui ont réussi, ils vont réussir, puis ceux qui veulent pas réussir, ils réussiront pas. T'sais. Ben oui, mais en même temps, tu sais, faut pas oublier qu'on a un filet social ici, puis là, juste la question de l'hygiène de vie, puis quand je parle d'hygiène de vie, c'est pas prendre sa douche, là, c'est tu sais, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, tu sais, autant physiquement que mentalement, etc. Puis juste prendre des marches, prendre le temps d'être dehors, puis tu sais, arrêter peut-être de juste boire du coke, de cogner ta canette sur le micro, Danny, tu sais. Puis juste peut-être manger mieux, pas nécessairement juste manger bio, let's go, puis mais tu sais, juste prendre conscience de. Puis je suis pas mal sûr que ça améliorerait la vie de tout le monde. Puis, tout à fait. Bref, je parle de n'importe quoi. Hein. Ah, c'est parfait, mais en fait, c'est des bons points. Là. Tu sais, souvent, en tant qu'entrepreneur, on travaille, puis même on laisse notre santé, mais la santé, c'est comme le moteur. Tu sais. Je te sentais pas aussi spirituel, honnêtement. Ouais, aussi, j'aime ça. Tu vois, ça va avec le look. Non, mais exactement. Tu sais, après, il parle d'hygiène. Je pensais qu'il voulait qu'on parle de ses cheveux, mais là... non, mais la barbe. Tu peux dire ce que tu veux, là, mais mes cheveux sont clean cut. Hier, mon chum, Mathieu Courtemanche et Barbare, il m'a tout fait ça parce qu'il savait que je venais ici aujourd'hui. Là. Fait que je le salue. Merci, Mathieu. T'es une soie. On le remercie aussi, Mathieu. Ben oui, écoute. Puis là, on va poursuivre avec tes plus grandes forces, dans le fond, entrepreneur, puis avocat fiscaliste aussi, dans le fond. Oui. Qu'est-ce qui fait que ton parcours t'es rendu aujourd'hui? Ben, je pense, en fait, c'est que, je suis quelqu'un qui se remet éternellement, tout le temps. Continuellement. Je me remets continuellement en question, pas au niveau de mes compétences, etc., mais au niveau de ce que je sais. Parce que quand on apprend quelque chose puis qu'on le revisite pas dans le temps, ben, ça se peut que notre esprit nous joue des tours puis que, je me rappelle, c'est ça, mais ça soit pas vraiment ça. Fait que, même les choses que je fais là de façon fréquente, je vais tout le temps juste être sûr que je vais regarder dans la loi, ça dit quoi, y a-tu des modifications, y a-tu quelque chose qui a été mis à jour, puis je pense que ça se marie bien avec la fiscalité, parce que la fiscalité, à chaque année, quand ils adoptent des nouveaux budgets, il y a des chances qu'il y a des choses qui soient modifiées. Il y a eu des très grosses modifications dans les dernières années, là, on parle 2016-2018, là, la fameuse réforme Monod, etc. Mais il y a des modifications ou des petites modifications qui peuvent arriver à chaque année, puis il faut absolument se mettre à jour tout le temps. Fait que pour moi, c'est comme la formation continue, puis je suis quelqu'un qui croit à ça. Puis comme je disais, j'adore le knowledge, j'adore la connaissance, puis j'adore apprendre. Fait que c'est sûr que c'est une de mes faiblesses qui est devenue une de mes forces aussi. Là, parce que quand je dis quelque chose, je suis sûr de ce que je dis ou presque. Là. Tout à fait. Puis si je ne suis pas sûr, je vais te le dire, écoute, j'ai pas fait de vérification, je suis pas sûr, donne-moi le temps, je vais aller voir. Là. Plusieurs intervenants dans l'immobilier qui devraient faire ça. Se fier sur ce conseil-là, des fois, quand t'es pas sûr, là, fais juste dire, gars, je le sais pas, je vais consulter quelqu'un, puis je vais te revenir avec la réponse plutôt que de dire n'importe quoi. Puis ça aiderait beaucoup d'investisseurs, en fait, à pas faire des erreurs qui sont extrêmement coûteuses. Puis on parle pas de je suis le premier à le faire aussi, puis des fois, je me gêne pas à appeler des professionnels dans d'autres bureaux. Puis je leur dis, tu me chargeras si tu veux, puis ça va me faire plaisir, puis voici la question, voici mon interprétation, voici mon raisonnement. Est-ce que je m'en vais à la bonne place? Oui, non. Puis après, on parle de ça. Bon, à date, je fais ça principalement. Je faisais ça avant, principalement en TPS CVQ. Puis ça a toujours été là. Mon raisonnement était tout le temps soutenu. Des fois, il était comme, mais as-tu oublié ça, telle chose? Puis c'est quelque chose qui me fait tellement grandir que c'est sûr que la question d'avoir des mentors, on va y en parler aussi après. Ouais. Pas brûler, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Puis sans mentor, je pense que c'est juste trop dangereux là, de faire peu importe ce que tu fais. Là. Pas de mentor, gérer une business, ben tu as besoin d'un mentor parce que si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui peut agir comme mentor, comme exemple ton père ou quelqu'un dans ta vie qui a déjà fait ça puis qui peut te dire, gars, moi je suis passé par là, voici, ben ça se peut que tu sais, ta plus grande institutrice là, ou ta meilleure enseignante soit l'expérience, puis habituellement c'est ça qui coûte le plus cher. Là. Ah, tout à fait. Très bon point, ça. Avant d'aller à la pause, les conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui vont réussir, puis ça serait quoi aussi les caractéristiques que ça prend pour être un bon entrepreneur? En fait, le meilleur conseil, je pense, c'est entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des bons professionnels, puis n'aie pas peur d'écrire à des gens pour avoir des questions, même si peut-être tu les connais moins ou tu leur as jamais nécessairement parlé. Tu sais, aborde-les de façon polie, gentille, courtoise. Si c'est des professionnels, bon, propose-leur de payer leurs honoraires pour qu'ils prennent le temps avec toi. Mais n'hésite pas justement de t'entourer des gens, des bonnes personnes, que ce soit les professionnels, mais que ce soit aussi ton entourage, tu sais, parce que on revient à le nivellement par le bas et ou la peur. Quelqu'un qui essaie de te décourager de faire ce que tu veux faire. Puis souvent, c'est pas par malice. Au contraire, c'est parce que ces gens-là, ils t'aiment tellement qu'ils veulent pas te voir avoir un revers, des choses comme ça. Fait qu'ils sont comme, c'est un peu dangereux, fais attention, etc. Puis leur amour pour toi, des fois, c'est ça qui, justement, te setback, qui t'empêche, justement, d'exploser ou de te développer comme entrepreneur. Fait que je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est sinon le meilleur conseil que je pourrais donner. Puis fais pas confiance, c'est pas nécessairement à tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui disent ben moi je ferais ça ou telle affaire. En fiscalité, j'en entends tellement parler souvent de oui, je le passe dans ma compagnie, telle dépense, puis ça passera jamais. Il n'y a pas de trouble. Tu te fais vérifier. Ben là, chaque année, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu t'es fait vérifier? Ben, je sais pas là. OK, parce que tu sais, passer ton linge, passer ta bouffe, tes restos, etc., au complet dans la compagnie, avoir une maison à 3, 4, 5, 6, 7, 800 000, mais déclarer 22 000 de salaire. Ça cloche, ça, c'est pas Ben, ça se peut qu'il y ait des petites lumières qui s'allument. Le dernier est comment? Faut que j'arrête ça. c'est pas correct. Mais je pense que les gens comprennent aussi que des fois, tu sais, c'est ça, là. Ça passe, mais jusqu'à temps que tu te fasses vérifier, puis là, ils vont backtracker les 5 ans en arrière. Ah oui, puis ça peut. Puis, tu sais, s'ils se rendent compte que finalement, parce que quand ils backtrack en arrière, eux prennent pour acquis que, bon, il y a eu de la fraude ou de l'omission volontaire du contribuable de ne pas déclarer tous ses revenus. Et là, ben, ils n'ont pas nécessairement la prescription qui s'oppose à eux s'ils sont capables de prouver ça. Et bon, Revenu Québec, ces temps-ci, depuis plusieurs années, il faudrait dire, la minute qu'il y a un écart entre ce qu'eux calculent, leur méthode, souvent, c'est une méthode alternative. Donc, ça peut être le coût de vie qu'eux estiment ou les entrées-sorties d'argent, les dépôts. Pour les restaurants, ça peut être le nombre de boîtes à pizza que le restaurant a acheté. Il y a plein de méthodes alternatives possibles. Puis souvent, ben, la méthode alternative, elle est, bon, on le sait qu'elle est imprécise parce que c'est pas parce que tu achètes une boîte de pizza que la pizza va être vendue. Tu sais, des fois, j'ai des exemples en tête où il y avait un dégât d'eau, puis il y avait eu 400-500 boîtes de pizza qui avaient passé parce que, je veux dire, ils sont tout trempés, on est obligé de les jeter, mais c'est pas 400-500 boîtes de pizza qui ont servi à faire une vente, là. Tu sais, c'est des pertes, puis ça, ben, faut que tu gardes des traces de ça parce que si jamais le fils débarque, il va dire, t'as 400-500 pizzas de plus que tu ne nous avais pas dit, tu sais. Fait que, nécessairement, ces méthodes-là sont souvent beaucoup moins précises qu'une bonne comptabilité qui est bien tenue, mais habituellement, quand on prend ces méthodes-là, c'est parce que la comptabilité est peut-être pas nécessairement bien tenue, d'où entoure-toi des bons professionnels, puis fais-les comme il faut au début, tu sais. Puis, ben, l'autre affaire, c'est, fais pas confiance en n'importe qui. Pour ça, moi, je fais la différence, on en parlera après, mais entre un coach puis un mentor, pour moi, c'est deux affaires complètement différentes, là. Fait que c'est à peu près ça, là, la chose. Puis, tu sais, aie confiance aussi en toi, là. Merci pour ces bons conseils. Je dois t'arrêter. C'est ce que je vois. C'est déjà la pause. N'oubliez pas, les gens qui écoutent le podcast, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web, le 13e étage, et sur les plateformes d'écoute populaires, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause. On s'est hydraté, hein? On s'est pris un petit verre. Puis là, on va rentrer dans les sujets intéressants. Puis on voulait parler, entre autres, de partenariat. On voulait parler aussi de convention d'actionnaires avec Jean-Seb. Puis en fait, j'ai goût qu'on commence par le partenariat. Peut-être expliquer un peu comment toi, tes partenariats sont structurés. Parce que dans le fond, tu es quand même occupé et tout ça. Puis
d'aller un petit peu avec qu'est-ce que tu vois aussi avec tes clients. Mais en fait, il y a pas de. Tu sais, il y a autant de partenariats qu'il y a d'immeubles. Tu sais, les gens sont quand même, il y a autant de partenariats qu'il y a de compagnies, mais oui, mais il y a autant de partenariats qu'il y a d'immeubles aussi, tu sais, parce que chaque immeuble est différent, chaque partenariat est différent, puis l'attente de chacun des partenaires est différente, tu sais. Puis un des premiers gros mandats qui m'avait été confié en immobilier, c'était justement de mettre en place un partenariat pour des investissements de plusieurs millions dans de l'optimisation, agressive, mais pas agressive dans le sens rénoviction, plus agressive dans le sens l'immeuble est vide complètement, puis on fait une conversion complète vers on passe, mettons, de commercial à résidentiel, on rajoute des étages, on rajoute des ascenseurs, tu sais, toutes ces choses-là qui demandent, plusieurs centaines, voire millions de dollars d'investissement. Puis, tu sais, comme je disais, les partenariats, l'important, c'est juste que chacun des partenaires, il trouve son compte. Puis, il y a l'aspect, c'est quoi l'immeuble, qu'est-ce qui veut être fait par partenariat, puis c'est à qui on a affaire aussi. Parce que je me rappelle un partenariat le deal a fallu, tu sais, je dis tout le temps, tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Puis on était à la séance de signature, j'avais prévu pour 2 heures. Puis le deal a juste failli pas se faire parce qu'il y a un actionnaire qui ne s'est pas pointé. Après avoir dit à tout le monde que ça n'avait pas d'allure, puis que c'était name it, là, il disait n'importe quoi. Puis là, je l'ai appelé en disant, là, tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis j'ai passé 1 heure au téléphone avec lui. Puis la raison de sa réticence ou de la raison qu'il n'était pas là, c'est qu'il n'avait juste pas compris les documents, tu sais. Puis, moi, je suis pas son avocat à lui, je suis l'avocat du promoteur. Puis là, je dis, écoute, moi, ça me dérange pas, je vais prendre le temps, mais tu sais, je te conseille vraiment d'avoir un avocat. Il dit, non, je veux juste comprendre les documents. Puis là, je commence à y expliquer. Je dis, dans tel document qu'on vous a envoyé, il dit, je l'ai pas lu. OK. Je dis, ce document-là, c'est, les statuts de constitution qui dit, chacune des catégories d'actions, voici les droits, etc. Il dit, OK. Il dit, moi, c'est quoi mes actions? Je dis, on vous a envoyé une copie de la convention, etc. Vous avez telle catégorie d'action. OK. Je dis, c'est la page 1 telle de la convention. Il dit, mais je ne l'ai pas lu. Je dis, OK. C'est sûr que ça aide pas à comprendre. Non, ça aide pas vraiment à comprendre. Puis le fait qu'il soit pas là, puis le fait que, l'attitude qu'il avait a mis un doute dans tous les autres partenaires du projet. Fait que là, la rencontre de 2 heures... Avec raison, là, quand même. Oui et non, parce que le projet était vraiment... La raison pour laquelle il n'était pas là, puis la raison pour laquelle il y avait cette réticence-là, c'est juste qu'il n'a pas regardé les documents. Puis tu sais, je dis tout le temps à mes clients, moi, je ne suis pas en affaire pour... je m'excuse, là, je sais pas si c'est PG-13, mais je ne suis pas en affaire pour fourrer le monde. T'sais. Fait que quand je mets une convention d'actionnaire en place, là, même si les parties adverses sont représentées par avocat, je ne vais pas mettre dans la convention quelque chose que moi-même, si je mettais dans leur place à eux, je n'accepterais pas de signer. Puis je ne vais pas essayer de leur en passer une petite vite comme ça parce que un partenariat, tu commences en passant une petite vite à ton partner, ça ne marchera pas. Ça ne marchera juste pas. Puis l'important, c'est pas de se concentrer sur les chicanes ou de créer des chicanes entre tes partners. L'important, c'est de mener à bien le projet. Puis une fois que le projet est mené à bien, qu'on refinance, qu'on vend, peu importe, on ressort les billes, tout le monde est content, c'est ça qu'il faut arriver. Puis plus il y a de la discorde entre tes associés, moins il y a de chances qu'on arrive à terme avec le projet. Puis plus il y a de chances que les gens perdent de l'argent puis que, ne soient pas satisfaits, ne soient pas contents. Fait que, bref, la rencontre de 2 heures de signature s'est transformée en rencontre de 8 heures. 8 heures. Ça a été quelque chose. Puis, on a fini le dossier. Tout le monde était content. Merci de m'avoir tout expliqué, etc. Mais tu sais, tu peux m'appeler. Là, je vais le prendre le temps, je vais t'expliquer, etc. Puis, j'avais fait une lecture complète de la convention d'actionnaire. Mais là, ça avait tellement niaisé qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient repartis. Il y en a d'autres qui étaient revenus, qui étaient en retard. Fait que, je me rappelle, j'ai lu la convention d'actionnaire point par point 3 fois dans la journée. Puis là, finalement... Tout le monde, une fois que c'est fait la lecture, on a repris une autre séance de signature, on a signé. Done deal, tout le monde était content. Mais il faut juste qu'on prenne le temps. Puis ça, c'est un type de partenariat avec des investisseurs passifs versus des investisseurs actifs. Puis il y avait des promoteurs aussi parce que c'est dans un but X, Y, Z. Souvent, c'est dans un but de revendre. Mais il y en a d'autres aussi où c'est juste des chums qui se mettent ensemble, puis on est un tiers. Puis chaque partenariat est différent, puis les besoins ou ce que la convention va prévoir, les ententes vont être différentes aussi. Parce que si je suis un investisseur passif, toi, tu es actif, puis mettons, on se met en affaires ensemble, JP, puis tu dis, moi, je construis du neuf, toi, tu me passes l'argent. Je vais m'attendre à ce que mon argent, tu l'utilises de façon diligente, puis je vais m'attendre à ce que tu me donnes des comptes rendus. Évidemment. Fait que je vais te mettre des obligations pour l'actif, de donner des comptes rendus au passif pour pas que ça soit juste entouré d'un nuage de fumée puis il n'y a pas personne qui sache qu'est-ce qui se passe puis que l'actif fasse juste jouer avec l'argent de ses passifs puis
Des fois, il y en a qui ont fait ça, puis des recours, etc., poursuite de plusieurs millions, puis là, des saisies. C'est pas ça qu'on veut faire. Moi, ce que je veux, c'est que si ton but, c'est de faire n'importe quoi, puis que tes actifs soient attachés, tes passifs, soient attachés, puis que tu joues avec leur argent comme tu veux, je suis peut-être pas le bon gars pour toi, parce que moi, je veux pas faire ça, je veux faire une affaire win-win pour tout le monde. Fait que tu dois vraiment t'imprégner du partenariat. Il faut vraiment Exact. que tu prennes un bon moment là, à parler, poser des questions. Puis comment ça se passe, cette portion-là? En fait, puis moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est viens pas me voir pour le prix. Ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te faire meilleur marché ailleurs. Ça, c'est sûr et certain, parce que moi, je vais prendre le temps de le faire. Je vais prendre le temps de le faire selon tes besoins puis selon ta réalité à toi. Puis, tu sais, j'ai plusieurs amis avocats dans d'autres bureaux, etc. Puis ma convention, elle circule, que j'ai mis sur pied, là, qui a beaucoup, je pense qu'il y a une affaire comme quasiment 200 heures de travail dedans, là, la première que j'ai mis sur pied, qui est vraiment pour les partenaires passifs versus un actif qui est promoteur. Les seules affaires que j'avais des commentaires des autres avocats, c'est « Wow, ta convention est vraiment précise, c'était vraiment comme tout, on n'a rien à dire », puis eux représentaient les passifs, puis c'est beau, tu peux signer ça les yeux fermés ou presque. Là. Fait que puis ça, c'est gratifiant pour moi, parce que ça veut dire que j'ai vraiment bien fait ma job. Parce qu'après, tu sais, mettons, puis je l'ai vécu récemment, si l'avocat de la partie, de l'associé, mettons, ou peu importe, je ne vais pas dire la partie adverse parce que c'est pas des adversaires, essaye d'endormir l'autre partie, pour moi, ça commence mal une relation, tu sais. Puis c'est vraiment pas ça mon but, au contraire. Puis quand les gens disent « OK, c'est vraiment bon ce que tu as fait », puis on est vraiment à l'aise, puis nos clients peuvent signer les yeux fermés, ça me dit que j'ai fait ma job comme il faut. Puis ça protège aussi la réputation de mon client, de dire que lui, ce gars-là, il n'est pas en affaires pour justement s'accaparer l'argent des autres puis faire ce qu'il veut avec. Il est en affaires parce que c'est un homme d'affaires sérieux, puis ou une entreprise sérieuse qui vraiment veut mener à bien, puis qui se dote des moyens de mener ça à bien, tu sais. Ouais. Parce que les conventions d'actionnaires, il y en a qui font ça. J'ai des conventions d'actionnaires, j'ai déjà des gens qui disent « Ah, moi, je fais ça pour 1000$. » Puis j'ai déjà fait des conventions d'actionnaires, ça a coûté quasiment 20 000. Ça dépend vraiment du partenariat, ça dépend des besoins de chaque personne, tu sais. Fait que c'est combien une convention d'actionnaire? Ça dépend. Puis en fait, moi, j'ai goût que tu me dises peut-être des points importants que, tu sais, exemple, des gens qui veulent se partir en affaires, qui ont peut-être, mettons, pas les fonds, ils ont besoin de s'associer ou le partenariat est un moyen de faire ça. Ça serait quoi les conditions majeures ou primordiales qui doivent être dans la convention d'actionnaire? En fait, pour un partenaire standard, mettons. Moi, la première chose que je veux m'assurer, c'est que la personne est consciente dans quoi, surtout l'actif, là, qui est conscient dans quoi il s'embarque puis qu'il l'a déjà fait, ou que s'il ne l'a pas déjà fait, qu'il s'entoure des personnes qui vont pouvoir le faire réussir. Parce que souvent, quand tu as des passifs, c'est leur argent que tu investis aussi. Là. Oui, tu vas en investir toi-même dans la plupart des cas, mais quand tu as des investisseurs passifs qui disent « Gav, je te confie 100, 200, 300, 1 million, 5 millions », tu sais, faut que tu saches où est-ce que tu t'en ailles, puis que le bateau a un capitaine. Puis prenant pour acquis que le client a déjà tout fait ça, je vais regarder, toi, pourquoi est-ce que le passif te prêterait de l'argent? Pourquoi est-ce que le passif investirait avec toi? Qu'est-ce que tu vas y apporter, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire avec l'immeuble, tu sais? Puis, mes conventions peuvent aller aussi loin que de prévoir qu'à chaque trimestre, il y a telle reddition de compte, puis à chaque mois, il y a telle reddition de compte de telle façon. Puis il y a tant de jours après la fin du mois précédent pour faire la reddition de compte. Puis, comme je disais, il y a des partenariats qu'on n'a absolument pas besoin de ça parce que tout le monde est hands-on dedans. Puis, les gens, il y a 2 ou 3 signataires au compte de banque, les passifs sont signataires ou, on contre-vérifie tout. Surtout quand on est un plus petit groupe, là, 2 à 3, 4, c'est plus facile de faire ça. Mais quand on est un groupe là, où est-ce que chacun met 150, 200, 300 000 $ en montant, puis on accumule un 5 millions en montant de mise de fonds, puis d'argent pour faire les rénovations et l'amélioration qu'on veut faire à l'immeuble, il faut qu'on, les gars, vous mettez 5 millions dans un projet, il faudrait qu'on prenne le temps de justement le faire comme il faut. Là. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens ils veulent cheaper sur tout ce qu'ils peuvent cheaper. Puis c'est peut-être moi qui ai été élevé d'une autre façon, mais moi, j'aime mieux payer plus cher pour de la qualité, mais qui va me durer toute ma vie, que d'essayer de cheaper sur quelque chose qui, dans 2 ans ou dans 1 an, va briser. Comme une bonne vieille vraie ceinture en cuir versus une ceinture en PVC qu'on achète aujourd'hui, que dans 1 an, ça sera plus bon. T'sais. Fait que je suis un peu plus achète quelque chose qui va durer longtemps. Les jouets en métal, des tonka en métal versus tonka en plastique, pas m'en faire. Là. On était jeunes, on avait des tonka en métal. Aujourd'hui, le monde, il cherche ça pour les restaurer, etc. Ça a encore la valeur. Le tonka en plastique, là.
Ton kid finit de jouer à ça, met ça sur Marketplace, c'est une place, ça s'en va, puis après la personne elle met ça au vidange. Là. C'est pas la même affaire. Là. Fait que je pense que c'est un peu cette mentalité-là qu'il faut avoir, puis il faut pas avoir peur non plus de. Moi, je pense que pour le promoteur qui met en place cette convention-là, mais c'est un mal ou c'est un frais qui est nécessaire, puis c'est pas un mal, au contraire. Ouais. Au même titre que la commission que tu vas verser à ton courtier immobilier pour l'achat de l'immeuble. Parce qu'on s'entend, là, c'est l'acheteur qui paye le courtier immobilier. Là. Je veux dire, oui, c'est le vendeur qui le paye, mais c'est l'acheteur qui paye plus cher l'immeuble. Là. Ouais. C'est un secret professionnel. Là. Au même titre que quand tu vas financer CHL, les frais de dossier, etc. Tu sais, toutes ces choses-là, ben, tu es obligé de passer par là. Fait que pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas un budget pour justement le légal, tu ne mettrais pas un budget pour la préparation, etc. Puis ça va juste démontrer que tu es encore plus sérieux pour tes investisseurs. Puis là, on parle de convention d'actionnaire, mais le plan d'affaires. Tu sais, si tu arrives avec des plans, voici ce qu'on va faire, tac, 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 tac. Puis j'ai des clients que j'adore en ce moment qui font du développement de terrain. Puis eux autres, là, quand ils m'arrivent avec des dossiers, là, c'est voici ce qu'on veut faire. Ils ont déjà prospecté. Ils ont appelé là, le propriétaire. Le propriétaire est ouvert à vendre, etc. Il n'y a pas d'offre qui a été déposée. Il n'y a rien. Là. Puis ils ont déjà tout un plan de ce qu'ils veulent faire. Puis 1, 2 ou 3 sortes de portes de sortie pour dire, gars, nous, on s'en va là, tard, maintenant. Puis là, ben, c'est moi qui fais, je fais même l'offre d'achat, une PA sur sans vouloir rien enlever à personne, peut-être qu'une PA faite avec le formulaire du proprio, c'est peut-être pas la meilleure chose, dépendamment, évidemment, de ce que tu achètes. Ouais. Quand tu payes une affaire 5, 6, 7 millions, puis tu n'es pas représenté par un courtier parce qu'il n'y a pas de courtier impliqué, ben peut-être que tu es mieux de faire une vraie promesse d'achat. Puis, il y a plein d'éléments où ce que tu vas pouvoir mettre dans la promesse d'achat que c'est pas nécessairement prévu dans les formulaires de base. Puis, ces éléments-là, ben, ça se peut que tu n'aies vraiment besoin puis que ça vienne te sauver. Là, parce que il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire. Ça coûte beaucoup plus cher, ça, je suis d'accord. Mais en même temps, selon moi, ça rentre dans tes frais d'opération. Tu le prévois, puis après, c'est correct, il n'y a pas de surprise. Tout à fait. Ce serait quoi les conditions importantes? Dans le fond, là, on a parlé d'établir le plan et ces choses-là, mais dans les conditions vraiment plus techniques, on parle souvent, par exemple, mettons, quand on est deux, la condition shotgun. Peut-être pour les gens on l'entend souvent, mais peux-tu l'expliquer en détail puis en quoi c'est bon ou c'est mauvais? Parce que le shotgun, c'est bon ou mauvais, ça va dépendre du partenariat. Puis justement, il y a quelqu'un qui a posé cette semaine la question, quand on déclenche un shotgun, c'est qui va finir avec l'immeuble? Puis la réponse, c'est ça dépend comment c'est rédigé. Parce que habituellement, un shotgun classique, c'est bon, moi et Danny, mettons, on est en affaire ensemble. Je dis, Danny, je ne veux plus te voir. Fait que tu as le choix. Moi, je te rachète. Voici un chèque pour tes actions. Je te paye tant pour tes actions. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, tu me payes le même montant pour moi, mes actions. Fait que là, dans le fond, c'est Danny qui a le choix. C'est Danny qui décide, c'est beau, tu m'achètes, puis je prends le chèque. Ou non, je te fais un chèque, puis tu pars. Fait que dans cette situation-là, si c'est rédigé comme ça, c'est Danny qui choisit. Mais il y en a d'autres qui décident, moi, je suis de même, j'aime pas ça. Je vais le faire, différemment. Puis, mais tu sais, un shotgun que tu peux sortir de là, pour moi, c'est pas un vrai shotgun. Si les parties s'entendent pas, c'est pas une question de négociation. Un shotgun, c'est ça, c'est à la table, puis tu acceptes ou tu refuses. Puis si tu réponds pas dans les temps, habituellement, ça veut dire que tu as accepté de me vendre. Mais il y en a d'autres qui décident, gars, moi, puis moi, je vais le faire différemment parce que le shotgun, le gros danger, c'est quand tu as une disproportion entre les associés. C'est un associé qui est multimillionnaire puis qui est très liquide. Puis tu as un autre associé qui est juste en immobilier, oui, qui a des sous, mais que tout est immobilisé dans des hypothèques, etc. Puis qu'il n'y a pas de liquidité à court terme, mais ça se peut très bien que l'associé très liquide puisse le sortir à rabais parce que, justement, il a accès à une liquidité que l'autre n'a pas accès. Mais des fois, on a des mauvaises surprises ou des bonnes surprises, dépendamment de quel côté on est. Puis la personne qui essaie de faire un shotgun, encore une fois, qui lowball l'autre en disant, gars, il n'y a pas l'argent aujourd'hui parce qu'il vient de sortir d'un divorce, parce que moi, je suis multinational, parce que, etc., ou je suis multimillionnaire. Mais des fois, il va essayer de lowballer, puis l'autre va dire, OK, je te rachète à ce prix-là. Puis là, attends une minute, j'avais pas prévu ça, là. Ouais, mais je vais trouver l'argent, je vais te racheter dans 30 jours. Parfait. Puis j'en ai déjà vu où c'était ça, là. Le majoritaire lowballait le minoritaire en disant, je vais le tasser finalement. Le minoritaire avait un ami qui était millionnaire. Il dit, gars, moi, j'ai ça, j'ai l'opportunité. Il m'a fait ça à 70% de ce que ça vaut. Fait qu'on va le racheter, on va le tasser, on va avoir la business. Puis l'ami a fait, c'est beau, je te finance, tard. Puis l'autre bord, ça a coûté cher. Il a perdu ça, mais il a lancé le shotgun, il était prêt avec ça. Puis tu sais, il y a aussi des shotguns qui est populaire, c'est un shotgun liquidation. Ça veut dire que
tu peux pas nécessairement lowballer l'autre personne parce que si tu lowballes l'autre personne puis la personne n'a nécessairement pas les moyens de t'acheter pour, mettons, un divorce, puis tu t'essayes de justement, tu le sors parce qu'il est en train de se divorcer puis avec sa femme, etc., puis il passe par le divorce, toutes ces choses-là, puis il sépare la moitié de la maison, la moitié de tout, puis tu essaies de le lowballer à cause de ça. Lui, si tu as un shotgun avec liquidation, on peut dire non, on va juste liquider la compagnie maintenant. Puis là, tu vas y penser 2 fois avant de le lowballer parce qu'après, si tu liquides, ça ne veut pas dire que tu vas retrouver tout ton investissement ou si tu vas avoir autant d'argent que si tu avais fait un offre qui était décente. Là. Fait que la question du shotgun, oui, c'est quelque chose qui peut être très, très utile, surtout quand on est un petit groupe d'investisseurs. Si on est 12, ça marche plus. Ben, shotgunner à 12, comment tu fais ça? C'est quoi? 6 contre 6? 4 contre 8? 3 qui shotgunnent un autre, mais les autres s'en mêlent pas? Comment qu'on fait ça? On fait des équipes. Fait que le shotgun, ça peut être très utile dans certaines situations. Des fois, les gens ne veulent pas le faire, surtout quand tu as une disparité entre les investisseurs pour X, Y raison. Mais des fois, tu n'as pas nécessairement le choix parce que les gens veulent un shotgun ou bien parce que si c'est 50-50 puis il n'y a aucune autre façon que de régler ça, peut-être que c'est ça la solution. Peut-être que ça ne l'est pas. Ça dépend de chaque personne. Puis avant de dire je veux un shotgun, il faut qu'on soit conscient des risques puis des conséquences qui peuvent découler de quelqu'un qui déclenche le shotgun. Puis, faut aussi voir qu'est-ce qu'on veut comme shotgun aussi, c'est quoi les modalités. Là. Parce que dans le fond, dans le shotgun, les modalités, c'est pas mal la personne qui lance le shotgun met les termes, puis l'autre personne accepte ou refuse. Puis si elle refuse, ça veut dire qu'elle la rachète ou elle lui vend au même terme. Oui, tout à fait. En terminant, les meilleurs conseils ou les meilleures clauses que tu mets dans tes conventions d'actionnaires, mettons pour les gens qui n'ont pas la convention d'actionnaire puis sont comme, écoute, c'est quoi les clauses qui sont, tu dis ça là, pour la protection des deux, parce que des fois, ça peut... Parce que, tu sais, la convention d'actionnaire, en fait, c'est là pour établir la journée où ça va chier. Là, exact. C'est comme un contrat de mariage. Tant que ça va bien, mais on fait ce qu'on veut, mais la minute que ça commence à chirer, là, on peut sortir la convention et dire qu'est-ce qui était prévu. Parce que souvent, mes clients, moi, je mets des choses, c'est comme, par exemple, le taux d'intérêt. Je mets un taux d'intérêt dans la convention d'actionnaire, les clients sont comme, mais si je veux pas prêter à ce taux d'intérêt-là, si je veux charger plus ou si je veux charger moins, puis tout le monde s'entend, mais si tout le monde s'entend, vous pouvez toujours modifier ça. Là. Exact. Il n'y a pas de problème. Mais la minute où ce que les gens ne s'entendent pas, parce que justement, tu étais supposé rembourser le prêt, tu ne l'as pas fait, bien là, le taux d'intérêt qui prévaut, c'est sauf entente en effet contraire des parties, ça va être le taux d'intérêt qui est prévu dans la convention. Tu sais. Fait que il y a tellement de clauses dans une convention. Puis encore une fois, si on parle des gens qui font du flip immobilier, ben ça va être une convention qui est complètement différente des gens qui font de la détention à long terme, qui vont être aussi complètement différents des gens qui font de l'optimisation agressive avec des partenaires passifs. Tu sais. Fait que je vais y aller selon les besoins de tout le monde, mais une chose est sûre, une chose que je retrouve dans toutes mes conventions, c'est les droits de premier refus. Tu sais. Si quelqu'un décide de vendre ses parts à quelqu'un d'autre, bien encore faut-il qu'il les offre à tout le monde avant de les vendre à quelqu'un d'autre. Tu sais, je mets souvent des clauses d'entraînement, ou plus communément appelé le piggyback. Ouais. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui arrive de l'externe puis qui achète, qui veut faire une prise de contrôle de la compagnie, ou de la société par action, il n'y a pas quelqu'un qui va être pris avec ce nouvel actionnaire majoritaire-là qui va venir y imposer ses conditions. Puis en gros, le piggyback, c'est de dire, quand il y a un pourcentage X d'actions qui est vendu à une personne, eux qui n'ont pas vendu peuvent soit forcer l'acheteur à les acheter aux mêmes conditions, ou bien, là c'est l'autre clause qui est une clause qui est rédigée, mais à l'inverse, si ces gens-là ne veulent pas forcer l'acheteur à acheter aux mêmes conditions, l'acheteur peut les forcer, lui, à lui vendre aux mêmes conditions qu'il a acheté les autres. Pour justement, qu'on puisse avoir une transaction. Ça, c'est relié aussi à la clause d'assurance souvent, tu sais. Parce que dans le fond, l'assurance, c'est plus en cas de décès. Exactement. Mais tu sais, exemple, en cas de décès, on peut donner un exemple facile. Là, moi, c'est ce que j'ai dans ma convention d'actionnaire. On est la famille. Mais exemple, ma sœur décède. Je veux pas nécessairement que sa succession, qui est peut-être son conjoint puis ses enfants, viennent dans l'entreprise. À ce moment-là, on a une clause, nous, que l'assurance, dans le fond, on a une assurance partenariat pour couvrir les valeurs des actions, pour pouvoir racheter, pour pas avoir... Puis là, ma soeur n'a pas de conjoint, mais mettons que... j'en ai 3, là, mais il y en a qui n'ont pas de conjoint, même s'il y avait un conjoint, exemple, puis là, lui il hérite des parts de l'entreprise. Exact. Ça peut être un enfant mineur aussi. Là, tu es obligé de... La protection du patrimoine puis la planification successorale, c'est une expertise en soi. C'est ça que ma conjointe fait dans la vie. Mais... Tu sais, des enfants qui héritent, ça arrive parce que les gens ne sont pas... Il y en a plein des investisseurs qui n'ont pas de testament. Là.
Ah, c'est incroyable. Puis des enfants qui héritent, là, ben, c'est pas très long qu'ils ont assez d'argent ou ils dépassent là, le seuil, puis ils sont obligés d'avoir un conseil de tutelle. C'est pas tout le temps le fun. Là. Fait que oui, les clauses de décès, sur moi, c'est immanquable. Clause d'assurance vie, ça vaut vraiment la peine de le mettre là-dedans. On va tout le temps aller chercher de l'assurance. Une autre clause qui est très, selon moi, qui est primordiale, c'est des clauses de retrait forcé. S'il y a des situations qui se produisent, ben on va vouloir retirer l'actionnaire. Par exemple, un actionnaire qui commet un acte criminel qui est important, ben, ou qui est en prison pendant 2, 3 ou 4 ans, ben un actionnaire qui a un acte criminel, après les assurances, là, c'est un peu plus difficile à assurer. Puis 2, ben, il peut avoir des impacts. On regarde là, en matière de RBQ, là, pour eux qui font des flips. Là. S'il y en a un qui a un acte qui est accusé d'une accusation criminelle, là, ben, ça peut impacter la licence, dépendamment de c'est quoi l'accusation. Puis la RBQ va vouloir faire des enquêtes là-dessus. Ça peut être plus difficile d'obtenir une licence, d'avoir un renouvellement, etc. Puis surtout, il ne faut absolument pas essayer de cacher ça à la RBQ, parce que si elle se rend compte que vous y avez caché justement ça, ben après la licence, là, on peut oublier ça. Là. Fait que il y a plein de clauses de retrait que moi je mets dans la convention. Puis il y a aussi des clauses de pénalité si on veut se retirer. Si, mettons, je suis en affaire, avec Danny prend malheureusement un accident de voiture, puis tombe dans le coma, ben oui, s'il est dans le coma pendant, mettons, 6 mois, peu importe, dépendamment de qu'est-ce qu'on s'entend, je vais le retirer de l'entreprise. Mais je ne vais pas nécessairement le pénaliser, parce que c'est pas de sa faute. Mais s'il commence à voler, frauder, ben là, ça va être d'autres choses. Puis chaque raison de retrait va apporter sa propre conséquence. Puis des fois, la conséquence, c'est juste, je te paye la pleine valeur de tes actions au moment où c'est arrivé. Alors que d'autres fois, il y en a qui sont comme non, moi, c'est un rachat à une pièce. Peu importe les ce que tu as mis exemples dedans. sont toujours sur moi, puis pas JP. JP aussi, là, il peut faire des... Ouais, moi aussi, je peux faire des mauvais. Ben, en fait, j'ai un autre exemple pour JP, parce que, tu sais, chaque convention d'actionnaire s'applique, puis je regarde aussi la personne qui est derrière. Tu parlais, tu fais des affaires avec tes sœurs, mais si, mettons, moi puis Danny, on est associés avec toi puis tes sœurs, ben, puis bon, je me clone, puis mon clone fait la convention juste pour pas être en conflit d'intérêt, ben, mon clone va penser à mettre une clause que la famille Jalbert, si jamais il arrive quelque chose à JP ou qu'il arrive quelque chose à une des sœurs, mais la famille Jalbert ne perd pas nécessairement ces parts-là parce qu'ils ont investi là de façon familiale. Même chose pour un couple quand il investit avec un autre couple. Tu sais, je vais aller, au lieu de dire ben, le défunt va être obligé de vendre ses actions un tiers aux 3 survivants, ben non, ça va être le conjoint souvent qui va reprendre les actions du défunt pour vraiment... tu sais, qu'on garde là, l'esprit initial, c'était quoi? L'esprit, c'est qu'on faisait affaire avec la famille Jalbert, on faisait affaire un couple avec l'autre. Donc, 50-50, s'il y en a un des deux qui décède, ben on va le faire comme ça. Là, c'est sûr que, comme je disais, c'est du cas par cas. Ah, tout à fait. Si jamais il y en a un qui travaille dans l'entreprise, puis c'est lui qui travaille décède, puis là, la seule raison pour laquelle il est actionnaire, c'est qu'il travaille dans l'entreprise, bien là, peut-être, il va falloir qu'on paye à ça. Puis là, ben là, l'assurance vie pourrait peut-être justement payer le salaire de quelqu'un pour le remplacer et ou... tu sais, il y a une multitude de choses ou de choses qui peuvent découler de ça. Moi, ce que je vois, là, c'est que c'est un passionné. Je veux dire, il faut vraiment aimer ça. Écoute, t'es vraiment sur ton X, si je pourrais dire. Là. Fait que, je suis pas mal sûr que oui. C'est vraiment, les partenariats immobiliers, c'est vraiment mon dada. J'adore ça. Les transactions immobilières aussi. Là. Ah, puis merci pour ton partage. Puis je pense que c'est important aussi de peut-être allumer des lumières, puis je dis souvent de lever des flags aux gens. Puis je pense que de nommer des choses que, tu sais, souvent on pense que ça va bien aller, mais des fois, c'est pas nécessairement que ça va pas bien aller, mettons, avec Danny puis moi dans un partenariat, mais il meurt, là, il se passe quoi? Là? Sa femme a dit, ouais, mais moi, là, j'ai 50% de ça. Là. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, l'assurance, on en a parlé avec Christian dans les derniers épisodes, mais c'est souvent sous-estimé puis ça règle bien des problèmes. Exact. Là, ça coûte rien. Là, c'est une affaire de c'est 25-30$ par mois. Là, si t'es assurable, c'est des pinottes. Exactement. Si t'es pas assurable, ben là, il va falloir qu'on ajuste la conséquence. Tu dois le savoir avant aussi. Oui, le plus vite que tu le sais, le plus vite que tu... Parce que, tu sais, s'il y a un groupe d'investisseurs puis il y en a un là-dedans qui n'est pas assurable, ben la convention va devoir être adaptée pour justement ne pas pénaliser ceux-là qui sont assurables. Tu sais, se poser la question, l'assurance vie, mettons, on est assuré pour 1 million, puis finalement, là, il est pas valent 500 000. On fait quoi avec le demi-million qui reste? Mais tu sais, chaque partenariat, ça va être différent. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas assurable, ben on va-tu lui donner un demi-million alors que lui, il serait mort, il n'aurait jamais rien eu? Ouais. Tu sais, mais c'est vraiment là que je veux dire que ta passion embarque un peu à savoir là, quel chemin, puis qu'est-ce que je vais faire dans tel scénario. Ah oui, parce que... Puis tu sais, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, j'imagine. Tu sais, quand tu as commencé,
sais, quand tu étais frais sorti, là, à un moment donné, t'as pas tout ce bagage-là. Puis, écoute, ça reste une passion parce que... C'est sûr que l'expérience, c'est un des meilleurs enseignants. Mais j'ai aussi le désir du travail bien fait puis de tout le temps être comme... d'offrir le meilleur service possible. Fait que c'est pour ça, quand on a parlé au début, viens pas me voir pour un prix, ça marchera pas. Je vais tout de suite te dire, va voir ailleurs parce que je suis pas mal sûr que je serai pas compétitif. Pas nécessairement dans le sens que ça vaut pas ça, mais dans le sens que moi, je vais prendre le temps de le faire. Fait que si quelqu'un dit, je vais te faire une convention pour 1000$ alors que c'est un investissement de 5-6 millions, ben peut-être que tu devrais prendre le temps. Puis, tu sais, ça coûte pas si cher que ça, une convention d'actionnaire. Tu sais, ça va te coûter probablement plus cher que... ça va te probablement coûter plus cher les frais d'analyse de la CHL tout à fait. que juste une convention d'actionnaire. Puis la convention d'actionnaire va être bonne, tu sais, probablement sur moi, de la façon que j'ai fait. Là. Tu sais, on parle de la business, mais on parle aussi des immeubles. Puis la convention, souvent, je les monte avec des annexes. Puis chacun des immeubles est géré par une annexe. Puis des fois, il y a des immeubles qui sont, telle personne va s'occuper de telle chose dans tel immeuble, mais ses implications dans l'autre immeuble vont être différentes. Puis au lieu de refaire une convention d'actionnaire à chaque fois, je fais juste bonifier les annexes. C'est quelque chose que j'ai développé là, dans les dernières années, justement pour faire quelque chose qui est bon à vie, presque. Là. Moi, je suis un grand fervent de ça. Ça va durer jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. C'est ça mon but. Là. Je pense que c'est vraiment excellent. Puis je pense que malheureusement, il faut s'arrêter là. Déjà? C'est déjà la fin. On en refera un autre pour les autres questions. Ça va me faire plaisir. On va être réinvité, c'est sûr. Merci, Danny, pour la co-animation. Merci, Jean-Seb. Je pense que tu as donné des bonnes pépites d'or à ceux qui nous écoutent. On te souhaite du succès dans tes nouveaux projets. Merci beaucoup, les gars. Puis peut-être qu'il tombait des météores. Oui, météorites. Je pense que ça va rester. Ah oui. Moi. Puis en fait, des météorites. La tradition, François a lancé. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois? Juste être heureux, je pense, c'est ça l'important. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie si ce n'est pas pour être heureux? Tu peux être millionnaire puis être malheureux. 100%. Tu peux avoir juste bien gagner ta vie puis être heureux. Je pense que l'important, c'est juste d'être heureux, être en santé puis être avec le monde que j'aime. Puis je pense que ça doit faire, je peux pas dire ça, mais ça doit faire 10 ans qu'à chaque fois que je souhaite quelque chose dans ma fête, c'est juste être heureux. J'ai pas besoin d'un nouveau char, j'ai pas besoin de me poster sur une Mercedes, j'ai pas besoin je veux pas plus de portes, je veux pas plus d'argent, je veux juste être heureux, parce qu'à un moment donné, je veux dire, le coffre-fort, il suit pas le corbillard, là. Ah, clairement. C'est ça, là. Je pense que c'est une bonne fin, ça, en plus. Ouais. Hein, c'est écœurant. Écoute, merci à tous pour votre écoute. La semaine prochaine, dans le podcast Le 13e étage, on va parler des vraies affaires.